suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Courences. Les eaux courantes. Un domaine alimenté par quelques 14 sources, un jardin habité depuis 5 générations, qui n'en finit pas de se réinventer. Ici, l'eau est omniprésente, dans les douves, les canaux, les fontaines. Elle structure le paysage, jamais stagnante, toujours vive. Les arbres sont l'autre atout de Courences. Ils lui donnent son caractère romantique si particulier. Le domaine s'étend sur 75 hectares de jardin et 500 hectares de terres agricoles. Au XVIe siècle, Côme Clos, le propriétaire, installe un système hydraulique innovant. Un siècle plus tard, Claude Gaillard acquiert la propriété et construit le château actuel. Monique Mosser, historienne de l'art, de l'architecture et des jardins, s'est particulièrement intéressée à l'histoire du domaine. Ce qui est tout à fait exceptionnel, je dirais, à Courences, c'est qu'on a un parc qui a été aménagé pendant 5 siècles, bon, du milieu du XVIe à nos jours, et cette continuité dans le temps est complètement perceptible. C'est comme s'il y avait une espèce de structure préétablie autour de l'eau, justement, qui est l'élément totalement structurant des grands axes, de toutes sortes de différentes parties du jardin. Tout ça s'enchaîne, se complète et aboutit à ce résultat qu'on a sous les yeux et qui est d'une grande élégance et d'une grande, je trouve, simplicité en même temps. Le parc de Courences est arrosé par 14 sources. Elles alimentent la rivière l'École, qui traverse cette petite vallée. En 1558, le Grand Canal est creusé, puis la salle d'eau près de l'ancien château. En 1630, le château actuel est achevé, remplaçant l'ancien. Il est entouré de douves et de nouveaux bassins sont construits. En 1756, on lui adjoint une grande pièce d'eau longiligne dans laquelle se reflète le château. C'est le miroir de Courences. À Courences, Monique, l'eau, elle court tout le temps, elle s'arrête jamais, en été, en hiver, en automne, de l'eau, il y en a tout le temps en fait. C'est ça qui est formidable, le rapport à l'eau à Courences est vraiment très très original parce que l'eau est vive partout. Et on n'a pas ces effets d'eau stagnante, un peu triste souvent. Ce sont effectivement des jardins de drainage, des parcs de drainage. C'est le fait de récupérer cette eau d'une façon décorative, mais utilitaire aussi, qui donne la vie au jardin. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit ici qu'il y a une pente. Je trouve que c'est vraiment l'endroit où on comprend d'un premier coup d'œil qu'il y a une pente. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a aucun système depuis que le parc existe. On n'a jamais installé de machines spéciales pour remonter l'eau, pour faire des effets tout à fait particuliers. C'est vraiment le système gravitaire qui fait que l'eau descend très doucement sur cette très très légère déclivité du terrain, vivante, mouvante.
La famille de Gannet est l'actuel propriétaire du domaine. Un personnage a marqué sa transformation au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Louis de Gannet, ingénieur agricole. C'est un endroit qui a été occupé par les Allemands qui avaient construit des baraquements absolument partout. Il y a eu des explosions d'ailleurs dans le château. Et quand Jean-Louis de Gannet, après la guerre, qui était un jeune homme qui avait une bonne conscience, il n'aurait plus jamais 22 jardiniers pour entretenir le domaine, et qui a réfléchi à la manière dont l'entretien, la simplification de l'entretien, entraînait sûrement des choix esthétiques dans la manière de gérer le jardin, et que ces choix purement techniques avaient un résultat esthétique tout à fait extraordinaire, intéressant, puisqu'il substitue aux allées qui créent des différentes couleurs, des bandes, etc., ce grand tapis vert qui arrive jusqu'au bord justement des pièces d'eau, et qui donne cette espèce de grande unité spatiale, cette grande simplicité, et il ne conserve, pour garder quand même la verticalité, donc que les haies, donc les buis qui sont taillés, et puis il décide de ne plus tailler les arbres en rideau, comme on le fait dans les grands parcs classiques, et de laisser les couronnes des arbres se développer tout à fait naturellement, ce qui donne une espèce de mélange des genres tout à fait original et qui crée cette poésie tout à fait particulière à Courrens. Depuis 32 ans, Manolo, chef de chantier du domaine, continue de réinventer ce jardin grâce au savoir-faire que lui a transmis Jean-Louis de Gannet. Ils sont déjà taillés. De Gannet, il vous a appris donc du coup à vous occuper de ce parc, à gérer les bassins, à gérer les sources, parce que ça c'est compliqué. Je l'ai regardé, j'ai beaucoup appris. Je ne pourrais pas être jardinier n'importe où ailleurs. J'ai ici, je connais le truc, je sais ce que le marquis m'a expliqué. J'ai compris un peu le système de fonctionnement de ces sources, de ces bassins, comment vider un sans vider l'autre, comment tout ça fonctionne. Par exemple, pour le week-end, si on veut que la baigneuse crache, qu'elle soit jolie, on est peut-être obligé de tricher, de mettre un petit peu moins d'eau à la roue du moulin. Envoyer un peu plus par ici. Comment vous faites? Vous bricolez avec des trappes, c'est ça? Oui. Tout à la fois jardinier, maçon, architecte du paysage, Manolo jongle entre le passé et le présent. Les broderies de buis, dessinées par les Duchesne père et fils, grands paysagistes du début du XXe siècle, sont entretenues dans l'esprit du dessin initial. Mais les jardiniers créent aujourd'hui leur propre poésie du lieu. Comment c'était avant, là, avant que vous mettiez la brique? C'était de la terre. Mais tous les mois, un truc comme ça, 2 ou 3 mecs là-dedans, la vinette, le râteau, donc, et enlever 10 fois plus herbes. de travail, quoi. Voilà, dont l'idée d'avoir mis cette brique pilée avec le géotextile en dessous. Alors le géotextile, c'est cette matière-là. C'est ça, hein, Manu? Voilà, tu vois, le géotextile, c'est ça qui empêche les herbes de monter. C'est une sorte de toile. C'est une toile, l'eau descend, ça ne retient pas l'eau, et ça empêche les herbes. Seulement, elle est très fatiguée, comme on peut le voir. Ouais, elle s'effrite, quoi. Elle s'effrite parce qu'elle a plus de 20 ans. Et du coup, ça couvre la terre. Du coup, tout ce qui a envie de pousser et qui vous ennuie, comme le lierre, par exemple. Le lierre et le liseron, eux, ils viennent là, sur le côté. Mais ils ne peuvent pas passer au travers de cette toile, quoi. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de désherbage nécessaire, en tout cas, moins. Beaucoup moins d'entretien. Beaucoup moins, ouais. Mais les dessins à l'origine, ils ont changé parce qu'on voit des petits ronds maintenant. Ouais. À la base, ça n'existait pas. C'est des petites branches qui vont en s'élargissant. Les
petits ronds il y a des pieds qui ont crevé. Ouais. Et nous, on a continué à tailler comme ça. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le dessin. Vous avez fabriqué des formes, en fait. Bah oui. Du coup, vous avez pris des libertés, quoi. Voilà, c'est ça. Mais tout ça, ça communiquait. Et ben du coup, ça déforme. Ça n'a jamais été dessiné comme ça. Ça, c'est un pied qui a crevé, ça, c'est un pied qui a crevé, ça, c'est un pied qui a crevé. Du coup. Mais par contre, vu de haut, ça doit se voir, non? Oui. Je trouve que c'est presque plus rigolo quand vous vous laissez aller que quand c'est un peu strict. Mais c'est le contraire de l'idée qu'on se fait de la broderie de buis. On pense qu'on est contraint, que c'est compliqué, qu'il faut reprendre les formes à la perfection. Bah, et en fait, pas du tout. Pour le coup, non. Vous faites comme vous voulez. On fait ce qu'on veut, voilà. Quand c'est un truc bien droit, bien... C'est un cauchemar. Bah là, non. Ouais. À chaque année, on modifie un peu le dessin sans que personne se rende compte. En fait. Tout le monde se fait avoir. Bah oui. Oui. À la mort de Jean-Louis de Ganay, Valentine, sa fille, a repris la gestion de ce domaine privé, mais ouvert au public. Valentine se souvient de l'engagement de ses parents, en particulier au sortir de la guerre. Alors, Jean-Louis de Ganay, par quoi il commence, en fait, quand il s'attaque au domaine après la guerre? Très tranquillement, très sereinement, mais de manière très pragmatique, il s'est employé à restaurer petit à petit. Et quand je dis restaurer, le mot est à plusieurs sens. Il a profité du fait qu'il y avait des réparations à faire pour changer les choses. Par exemple, cette image très 19e, ce n'était pas exactement son goût. Peut-être que le temps n'était pas assez passé pour que mes parents se réconcilient avec cette esthétique du 19e. Ouais. Donc, toutes les grandes cheminées, les œils de bœuf, les décors en plomb, tout ça a un rejet total de tout ça, quoi. Et il a même dit à son père, mon grand-père, qu'il avait beaucoup hésité et il avait été tenté de profiter de l'absence de ses parents un week-end pour dynamiter le grand escalier. Mais que bon, nous aujourd'hui, on est quand même content qu'il n'ait pas été plus loin dans cette simplification de la façade. Enfin, du château. Mais je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se promène ne soupçonne pas ce qui a été enlevé, ce qui a été ajouté, les strates, dans quel sens l'histoire va. Par contre, dans le parc, ça c'est très lisible pour n'importe qui, même non connaisseur. Il y a une simplification des formes qui fait que c'est un parc, certes classique dans ses grandes lignes, mais pas classique comme les autres. On dit que c'est un peu un parc contemporain. Mais je ne crois pas que ce soit tiré par les cheveux, parce que bien sûr que c'est plutôt un parc français qu'un parc à l'anglaise. On a les yeux pour voir. Mais la simplification opérée par mon père a vraiment, en effet, modernisé ce paysage. Et c'est aussi ce qui fait que les gens qui s'y promènent se sentent à l'aise. Parce qu'il n'y a pas ce côté un peu lourdingue de l'historique qu'on vous assène, qu'on vous inflige avec un parcours obligé de la visite. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, si on parle de ces là, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui, sur ces... Vous devinez bien que cette fantaisie, cette irrégularité, ce raffinement n'est pas son œuvre à lui. Heureusement qu'il y avait ma mère, parce que mon père avait ce côté d'oser. Par contre, ma mère disait, vous voyez, je vous montre sur une petite haie comme ça, je pense que s'il avait été tout seul à agir, regardez, venez, il aurait probablement fait un cadre très minimaliste, très beau, très sévère, mais un peu ennuyeux. Et ma mère disait, il faut que la lumière joue, il faut que l'œil ne s'ennuie pas, il faut pas du chichi, pas du 19e, mais quand même douce et décrochée. Des petites différences de niveau, voilà, pour jouer avec pour accrocher la lumière. Exactement. En fait. Et pareillement, si on se retourne maintenant de l'autre côté dans la cour, à l'intérieur de la cour, le long des balustrades, du côté de ma mère, il y a pas mal de jardiniers, Charles de Noailles, sa mère à elle, et qui trouvaient que les balustrades à Courance étaient très ennuyeuses, il y en avait trop. Du coup, elle a dit, profitons-en pour allez, faire on y ça. va, on met des roses partout. Des rosiers lianes. Et je pense que le jeu comme ça de mes deux parents par rapport
à Courrens a été très constant et très fin. Mais c'était ma mère qui disait que Courrens était la danseuse de mon père. Donc il fallait qu'elle fasse avec, plutôt qu'être jalouse de Courrens, sinon c'était Courrens qui gagnait. Je veux dire, il y a une force du lieu qui les a entraînés tous les deux. Des alignements d'arbres bordent les allées et dominent des haies. Ces percées à travers la forêt favorisent la captation de la lumière et donnent toute sa poésie et son caractère à la fois monumental et minimaliste au jardin. Aujourd'hui encore, de nouveaux espaces sont aménagés dans le parc. Marcus, le compagnon de Valentine, a mis en valeur ce platane bicentenaire. Qu'est-ce qu'il y avait autour? Il y avait une sorte de... Il n'y avait rien, c'était pas que c'était autour, c'était carrément dedans. Donc vous voyez toute la végétation qui est là. C'était la même chose ici. Un peu plus bas, mais carrément jusqu'au tronc. Donc jusqu'aux premières charpentières, les branches principales, en fait, on avait des... Donc il était submergé, complètement submergé. Déjà, pour se développer comme ça, il ne faut pas avoir de compétition. Il fallait qu'il soit tout seul, c'est ce qu'on appelle un arbre isolé. Exactement. Bah oui, parce qu'il a de la place tout autour de lui. Du coup, il a un houppier qui est extrêmement étendu, en fait. Exactement. Il a fait exactement ce qu'il voulait pendant, 230, 240 ans. Personne ne l'a embêté. Là, il y a cette branche incroyable. Bah oui, là, on voit une qui démarre. Oh là là, elle lui rentre dedans, là. Et qui re-rentre dans l'arbre plus haut. Incroyable. Il fait complètement partie des surprises du parc. C'est-à-dire que le parc, il y a des grandes structures, et puis tout d'un coup, il y a des petites choses cachées, des petites fontaines par-ci par-là. Et puis tout d'un coup, on a aussi cet arbre-là qui participe complètement à l'histoire du parcours, quoi. Tout à fait. Ne pas être juste à l'extérieur dans les grands axes en train de regarder les volumes, mais pouvoir rentrer dans les volumes. Là, vous avez choisi finalement quelque chose qui était peut-être un peu hasardeux, je ne sais pas comment... Je crois que c'est lui qui nous a choisis. Oui, c'est ça. Verspiren est la paysagiste à qui Valentine a fait appel pour imaginer et mettre en scène cet espace. Il y avait une sensualité déjà dans ce lieu. Jean-Philippe, tu me demandais si j'avais eu peur d'intervenir tellement le lieu est beau, j'allais dire, enfin est beau, est déjà présent, et intimidant et présent. Siècles dans ton dos, quoi. J'allais dire que non, parce que justement, alors par rapport à l'histoire, enfin à l'historique, plutôt non, parce qu'on est vraiment hors. Vous avez compris, on est hors. C'est un lieu qui n'était pas montré. On était derrière les haies, donc j'aurais été très intimidée d'intervenir face à face au miroir. Au milieu du miroir. Là, il suffisait de mettre en valeur ce fil d'eau. Ce que l'on a visé, c'est très joli comme notion, c'est un jardin qui se naturalise. Ouais. Ce qui est exactement. Un peu une hypocrisie, voilà. Parce que ça ne marche jamais. Mais l'idée, c'est quand même de voir ce qui va se plaire. Et si ils sont heureux, ils n'ont plus besoin de nous. Et l'idée, pour l'instant, pour moi, c'est encore un peu trop jardiné, un peu trop contrôlé. Moi, je souhaiterais que la forêt arrive jusqu'à eux. Et pas qu'on ait une impression un peu... bagatelle, jardin du 19e, trop contrôlé. Il n'y a pas de lion. Il n'y a pas de lisière, en fait. L'idée, c'est la lisière. Ouais. Et alors là, je pense que la lisière, c'est un bon endroit pour en parler, parce que la lisière, c'est vraiment ce contact entre l'espace ouvert et la forêt. Et on pense que dans les idées reçues, on imagine qu'il y a la forêt, les espaces ouverts. En fait, il
une grande épaisseur entre les Bien deux, sûr. où il se passe plein de choses en Bien fait. sûr. Et là, c'est ce que vous avez travaillé, Oui. mine de rien. Oui. Le long de cette promenade, à la lisière du bois, une collection de fougères est plantée. Un tapis de vivaces et de couvre-sol aux fleurs blanches contribue à la luminosité du sous-bois. Courance, c'est un jardin de verre. C'est la gamme des verts, Courance. C'est extraordinaire, un jardin uniquement de verre, parce que les verts, c'est une palette qui est inouïe. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, toi, tu me portes du bleu, mais je dois avouer que tes deux bleus sont parfaitement raccords. Ah, c'est Mais gentil. pourquoi les bleus? Je trouve que c'est très compliqué de mettre côte à côte des bleus, tu vois, deux bleus Ouais, différents. c'est vrai. Alors que les verts se mélangent, par exemple, oui, non mais tout, je veux dire, tous les verts se mélangent Il fonctionne tout de suite tout très de bien. suite. Ouais, je suis Et les d'accord. bleus, c'est très compliqué. Oui. Un vert met en valeur un autre vert. Là, on voit les fougères, la flaque de fougères. Il y a du jaune dans les fougères. On les voit là. Ouais. C'est très lumineux, les fougères là-bas, contrairement aux fougères côté haut qui sont beaucoup plus sombres. Ouais. Du coup, on a les verts, Les verts. on a de l'eau. En fait, on est complètement dans l'esprit de ce qui s'est déjà fait à Courance, quoi. Oui, c'est quand même le derrière la haie. C'est derrière Les la coulisses, haie, quoi. c'est les coulisses. On sait que les haies, dans les jardins, derrière les haies, il se passe beaucoup de choses. On s'autorise certaines choses. Cette verticalité constante, je trouve, à Courance, donc ces arbres qui vous poussent vers le ciel, on se tient droit et à la fois, on a envie de regarder le sol et tout d'un coup d'aller voir ce qui se passe au sol. Les colonnes ont été installées dans le sous-bois à la fin du XIXe siècle par l'architecte Hippolyte Détailleur, comme autant de fausses ruines antiques. C'est un jardin en évolution permanente. C'est comme ça que les jardins en général prennent aussi une certaine patine, force. Et Valentine a entouré la colonne d'un grillage qu'on aperçoit à peine. Et j'imagine que le lierre va grimper. Et d'ailleurs, je regardais, je trouvais que les couleurs des colonnes, par moment, on ne savait plus trop, quoi. Si Les on n'avait troncs. pas le sommet, Oui, je suis on ne sait d'accord. plus trop si c'est des Des troncs troncs d'arbres ou ou des- Ça pourrait être des troncs de hêtres, hein, Bien par sûr, exemple. très Parce que clair, la couleur gris. des hêtres, c'est ça. Hein. T'as raison. Outre le jardin, le domaine de Courance englobe une plaine agricole de 500 hectares. Valentine de Ganay et sa famille souhaitent exploiter ces terres agricoles en s'appuyant sur l'agroforesterie. Cette méthode consiste à planter des arbres et des haies parmi les cultures. Elle permet d'enrichir le sol, favorise la biodiversité et évite l'érosion. Sous la dénomination d'agriculture de conservation, l'agroforesterie augmente la fertilité de la terre sans engrais chimiques. Valentine, ça c'est une histoire de continuité. La plaine, le domaine en général, finalement au fil de l'histoire, les choses bougent, quoi. À Oui. Courance. C'était, je crois, Lampedusa qui disait pour que rien ne change, tout doit changer. Je déforme le guépard, mais c'est quelque chose dans cet esprit. Et pour pouvoir honorer toutes les promesses de ce territoire, je crois qu'il faut vraiment repenser les pratiques qui aujourd'hui s'avèrent ne plus fonctionner. Il m'a semblé, avec quelques cousins, puisqu'on est 10 cousins propriétaires, qu'il pouvait s'agir de répondre à un défi un peu historique finalement sur ce vaste territoire et si près de Paris. Et l'idée, ce serait de pratiquer une autre agriculture, pour l'instant l'agriculture de conservation, et je dirais le bras armé de l'agriculture de conservation, c'est l'agroforesterie, c'est le geste le plus profond et le plus structurant pour ressusciter les sols, pour redonner de la vie dans ces parcelles, et pour arriver, quand ce sera le moment, à une agriculture biologique rentable. Le projet de la plaine agricole n'en est qu'à ses prémices, avec l'expérimentation sur des centaines d'hectares d'un nouveau modèle d'exploitation des terres.
Alors que de nombreux jardins restent figés dans leur image du passé, le domaine de Courrance, vivant, habité, ouvert sur la modernité, ne cesse de se réinventer. Je suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Courrance. Les eaux courantes. Un domaine alimenté par quelques 14 sources, un jardin habité depuis 5 générations, qui n'en finit pas de se réinventer. Ici, l'eau est omniprésente, dans les douves, les canaux, les fontaines. Elle structure le paysage, jamais stagnante, toujours vive. Les arbres sont l'autre atout de Courrance. Ils lui donnent son caractère romantique si particulier. Le domaine s'étend sur 75 hectares de jardin et 500 hectares de terres agricoles. Au XVIe siècle, Côme Clos, le propriétaire, installe un système hydraulique innovant. Un siècle plus tard, Claude Gaillard acquiert la propriété et construit le château actuel. Monique Mosser, historienne de l'art, de l'architecture et des jardins, s'est particulièrement intéressée à l'histoire du domaine. Ce qui est tout à fait exceptionnel, je dirais, à Courrance, c'est qu'on a un parc qui a été aménagé pendant 5 siècles, bon, du milieu du XVIe à nos jours, et cette continuité dans le temps est complètement perceptible. C'est comme s'il y avait une espèce de structure préétablie autour de l'eau, justement, qui est l'élément totalement structurant des grands axes, de toutes sortes de différentes parties du jardin. Tout ça s'enchaîne, se complète et aboutit à ce résultat qu'on a sous les yeux et qui est d'une grande élégance et d'une grande, je trouve, simplicité en même temps. Le parc de Courrance est arrosé par 14 sources. Elles alimentent la rivière l'École, qui traverse cette petite vallée. En 1558, le Grand Canal est creusé, puis la salle d'eau près de l'ancien château. En 1630, le château actuel est achevé, remplaçant l'ancien. Il est entouré de douves et de nouveaux bassins sont construits. En 1756, on lui adjoint une grande pièce d'eau longiligne dans laquelle se reflète le château. C'est le miroir de Courrance. À Courrance, Monique, l'eau, elle court tout le temps, elle ne s'arrête jamais, en été, en hiver, en automne. De l'eau, il y en a tout le temps, en fait. C'est ça qui est formidable. Le rapport à l'eau à Courrance est vraiment très, très original parce que l'eau est vive partout.
Et on n'a pas ces effets d'eau stagnante, un peu triste souvent. Ce sont effectivement des jardins de drainage, des parcs de drainage. C'est le fait de récupérer cette eau d'une façon décorative, mais utilitaire aussi, qui donne la vie au jardin. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit ici qu'il y a une pente. Je trouve que c'est vraiment l'endroit où on comprend d'un... Dans quel sens l'histoire va. Par contre, dans le parc, ça c'est très lisible pour n'importe qui, même non connaisseur. Il y a une simplification des formes qui fait que c'est un parc certes classique dans ses grandes lignes, mais pas classique comme les autres. On dit que c'est un peu un parc contemporain. Mais je ne crois pas que ce soit tiré par les cheveux, parce que bien sûr que c'est plutôt un parc français qu'un parc à l'anglaise. On a les yeux pour voir. Mais la simplification opérée par mon père a vraiment, en effet, modernisé ce paysage. Et c'est aussi ce qui fait que les gens qui s'y promènent se sentent à l'aise. Parce qu'il n'y a pas ce côté un peu lourdingue de l'historique qu'on vous assène, qu'on vous inflige avec un parcours obligé de la visite. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, si on parle de ces haies, là, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui, sur ces haies? Vous devinez bien que cette fantaisie, cette irrégularité, ce raffinement n'est pas son œuvre à lui. Heureusement qu'il y avait ma mère, parce que mon père avait ce côté d'oser. Par contre, ma mère disait, vous voyez, je vous montre sur une petite haie comme ça, je pense que s'il avait été tout seul à agir, regardez, venez, il aurait probablement fait un cadre très minimaliste, très beau, très sévère, mais un peu ennuyeux. Et ma mère disait, il faut que la lumière joue, il faut que l'œil ne s'ennuie pas, il faut pas du chichi, pas du 19e, mais quand même douce et décrochée. Des petites différences de niveau, voilà, pour jouer avec pour accrocher la lumière. Exactement. En fait. Et pareillement, si on se retourne maintenant de l'autre côté dans la cour, à l'intérieur de la cour, le long des balustrades, du côté de ma mère, il y a pas mal de jardiniers, Charles de Noailles, sa mère à elle, et qui trouvaient que les balustrades à Courance étaient très ennuyeuses, il y en avait trop. Du coup, elle a dit, profitons-en pour allez, faire on y ça. va, on met des roses partout. Des rosiers lianes. Et je pense que le jeu comme ça de mes deux parents par rapport à Courance a été très constant et très fin. Mais c'était ma mère qui disait que Courance était la danseuse de mon père. Donc il fallait qu'elle fasse avec, plutôt qu'être jalouse de Courance, sinon c'était Courance qui gagnait. Je veux dire, il y a une force du lieu qui les a entraînés tous les deux. Des alignements d'arbres bordent les allées et dominent des haies. Ces percées à travers la forêt favorisent la captation de la lumière et donnent toute sa poésie et son caractère à la fois monumental et minimaliste au jardin. Aujourd'hui encore, de nouveaux espaces sont aménagés dans le parc. Marcus, le compagnon de Valentine, a mis en valeur ce platane bicentenaire. Qu'est-ce qu'il y avait autour? Il y avait une sorte de... Il n'y avait rien, c'était pas que c'était autour, c'était carrément dedans. Donc vous voyez toute la végétation qui est là. C'était la même chose ici. Un peu plus bas, mais carrément jusqu'au tronc. Donc jusqu'aux premières charpentières, là, les branches principales, en fait, on avait des... Donc il était submergé, complètement submergé. Déjà, pour se développer comme ça, il ne faut pas avoir de compétition. Il fallait qu'il soit tout seul, c'est ce qu'on appelle un arbre isolé. Exactement. Bah oui, parce qu'il a de la place tout autour de lui. Du coup, il a un houppier qui est extrêmement étendu, en fait. Exactement. Il a fait exactement ce qu'il voulait pendant, 230, 240 ans. Personne ne l'a embêté. Là, il y a cette branche incroyable. Bah oui, là, on voit une qui démarre. Oh là là, elle lui rentre dedans, là. Et qui re-rentre dans l'arbre plus haut. Incroyable. Il fait complètement partie des surprises du parc. C'est-à-dire que le parc, il y a des grandes structures,
Et puis tout d'un coup, il y a des petites choses. Premier coup d'œil qui a une pente. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a aucun système depuis que le parc existe. On n'a jamais installé de machines spéciales pour remonter l'eau, pour faire des effets tout à fait particuliers. C'est vraiment le système gravitaire qui fait que l'eau descend très doucement sur cette très très légère déclivité du terrain, vivante, mouvante. La famille de Gannet est l'actuel propriétaire du domaine. Un personnage a marqué sa transformation au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Louis de Gannet, ingénieur agricole. C'est un endroit qui a été occupé par les Allemands qui avaient construit des baraquements absolument partout. Il y a eu des explosions d'ailleurs dans le château. Et quand Jean-Louis de Gannet, après la guerre, qui était un jeune homme qui avait une bonne conscience, il n'aurait plus jamais 22 jardiniers pour entretenir le domaine, et qui a réfléchi à la manière dont l'entretien, la simplification de l'entretien, entraînait sûrement des choix esthétiques dans la manière de gérer le jardin, et que ces choix purement techniques avaient un résultat esthétique tout à fait extraordinaire, intéressant, puisqu'il substitue aux allées qui créent des différentes couleurs, des bandes, etc., ce grand tapis vert qui arrive jusqu'au bord justement des pièces d'eau, et qui donne cette espèce de grande unité spatiale, cette grande simplicité, et il ne conserve, pour garder quand même la verticalité, donc que les haies, donc les buis qui sont taillés, et puis il décide de ne plus tailler les arbres en rideau, comme on le fait dans les grands parcs classiques, et de laisser les couronnes des arbres se développer tout à fait naturellement, ce qui donne une espèce de mélange des genres tout à fait original et qui crée cette poésie tout à fait particulière à Courrens. Depuis 32 ans, Manolo, chef de chantier du domaine, continue de réinventer ce jardin grâce au savoir-faire que lui a transmis Jean-Louis de Gannet. C'est déjà taillé. De Gannet, il vous a appris donc du coup à vous occuper de ce parc, à gérer les bassins, à gérer les sources, parce que ça c'est compliqué. Je l'ai regardé, j'ai beaucoup appris. Je ne pourrais pas être jardinier n'importe où ailleurs. J'ai ici, je connais le truc, je sais ce que le marquis m'a expliqué. J'ai compris un peu le système de fonctionnement de ces sources, de ces bassins, comment vider un sans vider l'autre, comment tout ça fonctionne. Par exemple, pour le week-end, si on veut que la baigneuse crache, qu'elle soit jolie, on est peut-être obligé de tricher, de mettre un petit peu moins d'eau à la roue du moulin. Envoyer un peu plus par ici. Comment vous faites? Vous bricolez avec des trappes, c'est ça? Ouais. Tout à la fois jardinier, maçon, architecte du paysage, Manolo jongle entre le passé et le présent. Les broderies de buis, dessinées par les Duchesne père et fils, grands paysagistes du début du XXe siècle, sont entretenues dans l'esprit du dessin initial. Mais les jardiniers créent aujourd'hui leur propre poésie du lieu. Cacher des petites fontaines par-ci par-là. Tout d'un coup, on a aussi cet arbre-là qui participe complètement à l'histoire du parcours, quoi. Tout à fait. Ne pas être juste à l'extérieur dans les grands axes en train de regarder les volumes, mais pouvoir rentrer dans les volumes. Là, vous avez choisi finalement quelque chose qui était peut-être un peu hasardeux, je ne sais pas comment. Je crois que c'est lui qui nous a choisis. Oui, c'est ça.
Verspieren est la paysagiste à qui Valentine a fait appel pour imaginer et mettre en scène cet espace. Il y avait une sensualité déjà dans ce lieu. Jean-Philippe, tu me demandais si j'avais eu peur d'intervenir tellement le lieu est beau, j'allais dire, enfin est beau, est déjà présent. Et intimidant et présent. Siècles dans ton dos, quoi. J'allais dire que non, parce que justement, alors par rapport à l'histoire, enfin à l'historique, plutôt non, parce qu'on est vraiment hors, vous avez compris, on est hors. C'est un lieu qui n'était pas montré. On était derrière les, donc j'aurais été très intimidée d'intervenir face à face au miroir. Au milieu du miroir. Là, il suffisait de mettre en valeur ce fil d'eau. Ce que l'on a visé, c'est très joli comme notion, c'est un jardin qui se naturalise. Ouais. Ce qui est Exactement. un peu Ça, une hypocrisie, voilà. parce que ça ne marche jamais. Mais l'idée, c'est quand même de voir ce qui va se plaire. Et si ils sont heureux, ils n'ont plus besoin de nous. Et l'idée, pour l'instant, pour moi, c'est encore un peu trop jardiné, Oui. un peu trop contrôlé. Moi, je souhaiterais que la forêt arrive Que jusqu'à ça eux déborde. Oui. et pas qu'on ait une impression un peu bagatelle, oui. jardin du Ouais, ouais. 19e, trop Il n'y contrôlé. a pas de liant. Non. Il n'y a pas de lisière, en Il y a fait. pas de- alors, Non, l'idée, c'est la exactement. lisière. Ouais. Et alors là, je C'est pense la que la lisière. lisière, c'est un bon endroit pour en parler parce que la lisière, c'est vraiment ce contact entre l'espace ouvert et la forêt. Et on pense que dans les idées reçues, on imagine qu'il y a la forêt, les espaces ouverts. En fait, il y a une grande épaisseur entre les Bien deux sûr. où il se passe plein de choses. En Bien fait. sûr. Et là, c'est ce que vous avez travaillé, Oui. mine de rien. Oui. Le long de cette promenade, à la lisière du bois, une collection de fougères est plantée. Un tapis de vivaces et de couvre-sol aux fleurs blanches contribue à la luminosité du sous-bois. Courance, c'est un jardin de verre. C'est la gamme des verts, Courance. C'est extraordinaire, un jardin uniquement de verre, parce que les verts, c'est une palette qui est inouïe. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, toi, tu me portes du bleu, mais je dois avouer que tes deux bleus sont parfaitement raccords. Ah, c'est Mais gentil. pourquoi les bleus? Je trouve que c'est très compliqué de mettre côte à côte des bleus, tu vois, deux bleus Ouais, différents. c'est vrai. Alors que les verts se mélangent, par exemple, oui, non mais tout, je veux dire, tous les verts se mélangent Il fonctionne tout de suite très bien. Ouais, je suis et les d'accord. bleus, c'est très compliqué. Oui. Un vert met en valeur un autre vert. Là, on voit les fougères, la flaque de fougères. Il y a du jaune dans les fougères. On les voit là. C'est très lumineux, les fougères là-bas. Contrairement aux fougères côté haut qui sont beaucoup plus sombres. Ouais. Du coup, on a les verts, Les verts. on a de l'eau. En fait, on est complètement dans l'esprit de ce qui s'est déjà fait à Courance, quoi. Oui, c'est quand même le derrière la haie. C'est derrière Les la coulisses, haie, quoi. c'est les coulisses. On sait que les haies, dans les jardins, derrière les haies, il se passe beaucoup de choses. On s'autorise certaines choses. Cette verticalité constante, je trouve, à Courance. Donc ces arbres qui vous poussent vers le ciel, on se tient droit. Et Comment c'était avant, là, avant que vous mettiez la brique? C'était de la terre. Mais tous les mois, un truc comme ça, 2 ou 3 mecs là-dedans, la vinette, le râteau, Donc, et 10 enlever toutes fois les plus herbes. de travail, quoi. Voilà, dont l'idée d'avoir mis cette brique pilée avec le géotextile en dessous. Alors, le géotextile, c'est cette matière-là. C'est ça, hein, maintenant. Voilà, tu vois, le géotextile, C'est ça. c'est ça qui empêche les herbes de Du coup, monter. c'est une sorte de toile. C'est une toile, l'eau descend, ça ne retient pas l'eau, et ça empêche les herbes. Seulement, elle est très fatiguée, comme on peut le voir. Ouais, elle s'effrite, quoi. Elle s'effrite parce qu'elle a plus de 20 ans. Et du coup, ça couvre la terre. Du coup, tout ce qui a envie de pousser et qui vous ennuie, comme le lierre, par exemple. Le lierre et le liseron, eux, ils viennent là, sur le Voilà. côté. Mais ils ne peuvent pas passer au travers Ils de passent cette pas au toile, travers. quoi. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de désherbage nécessaire, en tout cas, moins. Beaucoup moins Beaucoup d'entretien. moins, ouais. Mais les dessins à l'origine, ils ont changé parce qu'on voit des petits ronds maintenant. Ouais. À la base, ça n'existait pas. C'est des petites branches qui vont en s'élargissant. Les petits ronds, il y a peuvent pas être les plus faciles à des pieds qui ont crevé. Ouais. Et nous, on a continué à tailler comme ça. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le Ah, vous dessin. avez fabriqué des formes, en fait. Du Bah oui. coup, vous avez pris des libertés, quoi. Voilà, c'est ça. Mais tout ça, ça communiquait. Et ben du coup, oui, c'est ça, pas ça mal. déforme. Ça n'a jamais été dessiné comme ça. Ça, c'est un pied qui a crevé, ça, c'est un pied qui a crevé, ça, c'est un pied qui a crevé. Du coup. Mais par contre, vu de haut, ça doit se voir, non? Oui. Je trouve que c'est presque plus rigolo quand vous, quand vous laissez aller.
que quand c'est un peu strict. Mais c'est le contraire de l'idée qu'on se fait de la broderie de buis. On pense qu'on est contraint, que c'est compliqué, qu'il faut reprendre les formes à la perfection. Bah, Et en là, fait, pas du tout. Pour le coup, non. Vous faites comme vous voulez. On fait ce qu'on veut, voilà. Quand c'est un truc bien droit, bien, C'est un cauchemar. Bah là, non. Ouais. À chaque année, on modifie un peu le dessin sans que personne se rende compte. En fait. Tout le monde se fait avoir. Bah oui. Oui. À la mort de Jean-Louis de Ganay, Valentine, sa fille, a repris la gestion de ce domaine privé mais ouvert au public. Valentine se souvient de l'engagement de ses parents, en particulier au sortir de la guerre. Alors Jean-Louis de Ganay, par quoi il commence en fait quand il s'attaque au domaine après la guerre? Très tranquillement, très sereinement, mais de manière très pragmatique, il s'est employé à restaurer petit à petit. Et quand je dis restaurer, le mot est à plusieurs sens. Il a profité du fait qu'il y avait des réparations à faire pour changer les choses. Par exemple, cette image très 19e, ce n'était pas exactement son goût. Peut-être que le temps n'était pas assez passé pour que mes parents se réconcilient avec cette esthétique du 19e. Donc, toutes les grandes cheminées, les œils de bœuf, les décors en plomb, tout ça a un rejet total de tout ça. Quoi. Et il a même dit à son père, mon grand-père, qu'il avait beaucoup hésité et il avait été tenté de profiter de l'absence de ses parents un week-end pour dynamiter le grand escalier. Mais que bon, nous aujourd'hui, on est quand même content qu'il n'ait pas été plus loin dans cette simplification de la façade. Enfin, du château. Mais je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se promène ne soupçonne pas ce qui a été enlevé, ce qui a été ajouté, les strass. Ce résultat qu'on a sous les yeux et qui est d'une grande élégance et d'une grande, je trouve, simplicité en même temps. Le parc de Courrance est arrosé par 14 sources. Elles alimentent la rivière l'École, qui traverse cette petite vallée. En 1558, le Grand Canal est creusé, puis la salle d'eau près de l'ancien château. En 1630, le château actuel est achevé, remplaçant l'ancien. Il est entouré de douves et de nouveaux bassins sont construits. En 1756, on lui adjoint une grande pièce d'eau longiligne dans laquelle se reflète le château. C'est le miroir de Courrance. À Courrance, Monique, l'eau, elle court tout le temps. Elle ne s'arrête jamais en été, en hiver, en automne. De l'eau, il y en a tout le temps, en fait. C'est ça qui est formidable. Le rapport à l'eau à Courrance est vraiment très, très original parce que l'eau est vive partout. Et on n'a pas ces effets d'eau stagnante, un peu tristes souvent. Ce sont effectivement des jardins de drainage, des parcs de drainage. C'est le fait de récupérer cette eau d'une façon décorative, mais utilitaire aussi, qui donne la vie au jardin. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit ici qu'il y a une pente. Je trouve que c'est vraiment l'endroit où on comprend d'un premier coup d'œil qu'il y a une pente. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a aucun système depuis que le parc existe. On n'a jamais installé de machines spéciales pour remonter l'eau, pour faire des effets tout à fait particuliers. C'est vraiment le système gravitaire qui fait que l'eau descend très doucement sur cette très très légère déclivité du terrain, vivante, mouvante. La famille de Ganay est l'actuel propriétaire du domaine. Un personnage a marqué sa transformation au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
Jean-Louis de Ganay, ingénieur agricole. C'est un endroit qui a été occupé par les Allemands qui avaient construit des baraquements absolument partout. Il y a eu des explosions d'ailleurs dans le château. Et quand Jean-Louis de Ganay, après la guerre, qui était un jeune homme qui avait une bonne conscience, il n'aurait plus jamais... Ce qui a été ajouté, les strates, dans quel sens l'histoire va. Par contre, dans le parc, ça c'est très lisible pour n'importe qui, même non connaisseur. Il y a une simplification des formes qui fait que c'est un parc certes classique dans ses grandes lignes, mais pas classique comme les autres. On dit que c'est un peu un parc contemporain. Mais je ne crois pas que ce soit tiré par les cheveux, parce que bien sûr que c'est plutôt un parc français qu'un parc à l'anglaise. On a les yeux pour voir. Mais la simplification opérée par mon père a vraiment, en effet, modernisé ce paysage. Et c'est aussi ce qui fait que les gens qui s'y promènent se sentent à l'aise. Parce qu'il n'y a pas ce côté un peu lourdingue de l'historique qu'on vous assène, qu'on vous inflige avec un parcours obligé de la visite. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, si on parle de Céé, là, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui, sur Céé? Vous devinez bien que cette fantaisie, cette irrégularité, ce raffinement n'est pas son œuvre à lui. Heureusement qu'il y avait ma mère, parce que mon père avait ce côté d'oser. Par contre, ma mère disait, vous voyez, je vous montre sur une petite haie comme ça, je pense que s'il avait été tout seul à agir, regardez, venez, il aurait probablement fait un cadre très minimaliste, très beau, très sévère, mais un peu ennuyeux. Et ma mère disait, il faut que la lumière joue, il faut que l'œil ne s'ennuie pas, il faut pas du chichi, pas du 19e, mais quand même douce et décrochée. Des petites différences de niveau, voilà, pour jouer avec accrocher la lumière. Exactement. En fait. Et pareillement, si on se retourne maintenant de l'autre côté dans la cour, à l'intérieur de la cour, le long des balustrades, du côté de ma mère, il y a pas mal de jardiniers, Charles de Noailles, sa mère à elle, et qui trouvaient que les balustrades à Courance étaient très ennuyeuses, il y en avait trop. Du coup, elle a dit, profitons-en pour allez, faire on y ça. va, on met des roses partout. Des rosiers lianes. Et je pense que le jeu comme ça de mes deux parents par rapport à Courance a été très constant et très fin. Mais c'était ma mère qui disait que Courance était la danseuse de mon père. Donc il fallait qu'elle fasse avec, plutôt qu'être jalouse de Courance, sinon c'était Courance qui gagnait. Je veux dire, il y a une force du lieu qui les a entraînés tous les deux. Des alignements d'arbres bordent les allées et dominent des haies. Ces percées à travers la forêt favorisent la captation de la lumière Des alignements d'arbres bordent les allées et dominent des haies. Ces percées à travers la forêt favorisent la captation de la lumière et donnent toute sa poésie et son caractère à la fois monumental et minimaliste au jardin. Aujourd'hui encore, de nouveaux espaces sont aménagés dans le parc. Marcus, le compagnon de Valentine, a mis en valeur ce platane bicentenaire. Qu'est-ce qu'il y avait autour? Il y avait une sorte de... Il n'y avait rien, c'était pas que c'était autour, c'était carrément dedans. Donc vous voyez toute la végétation qui est là. C'était la même chose ici. Un peu plus bas, mais carrément jusqu'au tronc. Donc jusqu'aux premières charpentières, là, les branches principales, en fait, on avait des... Donc il était submergé, complètement submergé. Déjà, pour se développer comme ça, il ne faut pas avoir de compétition. Il fallait qu'il soit tout seul, c'est ce qu'on appelle un arbre isolé. Exactement. Bah oui, parce qu'il a de la place tout autour de lui. Du coup, il a un houppier qui est extrêmement étendu, en fait. Exactement. Il a fait exactement ce qu'il voulait pendant, 230, 240 ans. Personne ne l'a embêté. Là, il y a cette branche incroyable. Bah oui, là, on voit une qui démarre. Oh là là, elle lui rentre dedans, là. Et qui re-rentre dans l'arbre plus haut. Incroyable.
Il fait complètement partie des surprises du parc. C'est-à-dire que le parc, il y a des grandes structures, et puis tout d'un coup, il y a des petites choses. Premier coup d'œil, qui a une pente. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a aucun système depuis que le parc existe. On n'a jamais installé de machines spéciales pour remonter l'eau, pour faire des effets tout à fait particuliers. C'est vraiment le système gravitaire qui fait que l'eau descend très doucement sur cette très très légère déclivité du terrain, vivante, mouvante. La famille de Gannet est l'actuel propriétaire du domaine. Un personnage a marqué sa transformation au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Louis de Gannet, ingénieur agricole. C'est un endroit qui a été occupé par les Allemands qui avaient construit des baraquements absolument partout. Il y a eu des Structurants pour ressusciter les sols, pour redonner de la vie dans ces parcelles et pour arriver, quand ce sera le moment, à une agriculture biologique rentable. Le projet de la plaine agricole n'en est qu'à ses prémices, avec l'expérimentation sur des centaines d'hectares d'un nouveau modèle d'exploitation des terres. Alors que de nombreux jardins restent figés dans leur image du passé, le domaine de Courrance, vivant, habité, ouvert sur la modernité, ne cesse de se réinventer. Je suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Courrance, les eaux courantes. Un domaine alimenté par quelques 14 sources, un jardin habité depuis 5 générations, qui n'en finit pas de se réinventer. Ici, l'eau est omniprésente, dans les douves, les canaux, les fontaines. Elle structure le paysage, jamais stagnante, toujours vive. Les arbres sont l'autre atout de Courrance. Il lui donne son caractère romantique si particulier. Le domaine s'étend sur 75 hectares de jardins et 500 hectares de terres agricoles. Alors, Jean-Louis de Gannet, par quoi il commence en fait quand il s'attaque au domaine après la guerre? Très tranquillement, très sereinement, mais de manière très pragmatique, il s'est employé à restaurer petit à petit, et quand je dis restaurer, le mot est à plusieurs sens, il a profité du fait qu'il y avait des réparations à faire pour changer les choses. Par exemple, cette image très 19e, ce n'était pas exactement son goût. Peut-être
Peut-être que le temps n'était pas assez passé pour que mes parents se réconcilient avec cette esthétique du 19e. Donc toutes les grandes cheminées, les œils de bœuf, les décors en plomb, tout ça a sauté. Un rejet total de tout ça, quoi. Et il a même dit à son père, mon grand-père, qu'il avait beaucoup hésité et il avait été tenté de profiter de l'absence de ses parents un week-end pour dynamiter le grand escalier. Mais que bon, nous aujourd'hui, on est quand même content qu'il n'ait pas été plus loin dans cette simplification de la façade, enfin du château. Mais je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se promène ne soupçonne pas ce qui a été enlevé, ce qui a été ajouté, les strates, dans quel sens l'histoire va. Par contre, dans le parc, ça c'est très lisible pour n'importe qui, même non connaisseur. Il y a une simplification des formes qui fait que c'est un parc certes classique dans ses grandes lignes, mais pas classique comme les autres. On dit que c'est un peu un parc contemporain. Mais je ne crois pas que ce soit tiré par les cheveux, parce que bien sûr que c'est plutôt un parc français qu'un parc à l'anglaise. On a les yeux pour voir. Mais la simplification opérée par mon père a vraiment, en effet, modernisé ce paysage. Et c'est aussi ce qui fait que les gens qui s'y promènent se sentent à l'aise. Parce qu'il n'y a pas ce côté un peu lourdingue de l'historique qu'on vous assène, qu'on vous inflige avec un parcours obligé de la visite. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, si on parle de ces là, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui, sur ces... Vous devinez bien que cette fantaisie, cette irrégularité, ce raffinement n'est pas son œuvre à lui. Heureusement qu'il y avait ma mère, parce que mon père avait ce côté d'oser. Par contre, ma mère disait, vous voyez, je vous montre sur une petite haie comme ça, je pense que s'il avait été tout seul à agir, regardez, venez, il aurait probablement fait un cadre très minimaliste, très beau, très sévère, mais un peu ennuyeux. Et ma mère disait, il faut que la lumière joue, il faut que l'œil ne s'ennuie pas, il faut pas du chichi, pas du 19e, mais quand même douce et décrochée. Des petites différences de niveau, voilà, pour jouer avec la lumière. Pour accrocher la lumière, exactement. En fait. Et pareillement, si on se retourne maintenant de l'autre côté. Fougères, la flaque de fougères, il y a du jaune dans les fougères, on les voit là, c'est très lumineux les fougères là-bas, contrairement aux fougères côté haut qui sont beaucoup plus sombres. Du coup, on a les verts, on a de l'eau. En fait, on est complètement dans l'esprit de ce qui s'est déjà fait à Courrens, quoi. Oui, c'est quand même le derrière la haie. C'est derrière la haie, c'est les coulisses. On sait que les haies dans les jardins sont derrière les haies, il se passe beaucoup de choses. On s'autorise certaines choses. Cette verticalité constante, je trouve, à Courrens, donc ces arbres qui vous poussent vers le ciel, on se tient droit et à la fois, on a envie de regarder le sol et tout d'un coup d'aller voir ce qui se passe au sol. Les colonnes ont été installées dans le sous-bois à la fin du XIXe siècle par l'architecte Hippolyte Détailleur, comme autant de fausses ruines antiques. C'est un jardin en évolution permanente. C'est comme ça que les jardins en général prennent aussi une certaine patine, force. Et Valentine a entouré la colonne d'un grillage qu'on aperçoit à peine. Et j'imagine que le lierre va grimper. Et d'ailleurs, je regardais, je trouvais que les couleurs des colonnes, par moment, on ne savait plus trop, quoi. Si on n'avait pas le sommet, on ne sait plus trop si c'est des troncs d'arbres ou des... Ça pourrait être des troncs de hêtres, hein, bien par sûr, exemple. très clair, la couleur gris. des hêtres, c'est ça. Hein. T'as raison. Outre le jardin, le domaine de Courrens englobe une plaine agricole de 500 hectares. Valentine de Ganay et sa famille souhaitent exploiter ces terres agricoles en s'appuyant sur l'agroforesterie. Cette méthode consiste à planter des arbres et des haies parmi les cultures. Elle permet d'enrichir le sol, favorise la biodiversité et évite l'érosion. Sous la dénomination d'agriculture de conservation,
l'agroforesterie augmente la fertilité de la terre sans engrais chimiques. Valentine, ça c'est une histoire de continuité. La plaine, le domaine en général, finalement au fil de l'histoire, les choses bougent quoi. À Oui, Courrens. c'était, je crois, Lampedusa qui disait pour que rien ne change, tout doit changer. Je déforme le guépard, mais c'est quelque chose dans cet esprit. Et pour pouvoir... Les Duchesne père et fils, grands paysagistes du début du XXe siècle, sont entretenus dans l'esprit du dessin initial. Mais les jardiniers créent aujourd'hui leur propre poésie du lieu. Comment c'était avant là, avant que vous mettiez la brique? C'était de la terre. Mais tous les mois, un truc comme ça, 2 ou 3 mecs là-dedans, la vinette, le râteau, Donc et enlever 10 toutes fois les plus herbes. de travail quoi. Voilà, dont l'idée d'avoir mis cette brique pilée avec le géotextile en dessous. Alors le géotextile, c'est cette matière-là. C'est ça, hein maintenant. Voilà, tu vois, le géotextile, C'est ça. c'est ça qui empêche les herbes de Du coup, monter. c'est une sorte de toile. C'est une toile, l'eau descend, ça ne retient pas l'eau, et ça empêche les herbes. Seulement, elle est très fatiguée, comme on peut le voir. Ouais, elle s'effrite quoi. Elle s'effrite parce qu'elle a plus de 20 ans. Et du coup, ça couvre la terre. Du coup, tout ce qui a envie de pousser et qui vous ennuie, comme le lierre par exemple. Le lierre et le liseron, eux, ils viennent là, sur le Voilà. côté. Mais ils ne peuvent pas passer au travers Ils de passent cette pas au toile. travers. Quoi. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de désherbage nécessaire, en tout cas moins. Beaucoup moins Beaucoup d'entretien. moins, ouais. Mais les dessins à l'origine, ils ont changé parce qu'on voit des petits ronds maintenant. Ouais. À la base, ça n'existait pas. C'est des petites branches qui vont en s'élargissant. Les petits ronds, il y a doivent pas être les plus faciles à des pieds qui ont crevé. Ouais. Et nous, on a continué à tailler comme ça. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le Ah, vous dessin. avez fabriqué des formes en fait. Du Bah oui. coup, vous avez pris des libertés. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais tout ça, ça communiquait. Et bah du coup, oui, c'est pas ça mal. déforme. Ça n'a jamais été dessiné comme ça. Ça, c'est un pied qui a crevé, ça, c'est un pied qui a crevé, ça, c'est un pied qui a crevé. Du coup. Mais par contre, vu de haut, ça doit se voir, non? Oui. Je trouve que c'est presque plus rigolo quand vous, quand vous vous laissez aller que quand c'est un peu strict. Mais c'est le contraire de l'idée qu'on se fait de la broderie de buis. On pense qu'on est contraint, que c'est compliqué, qu'il faut reprendre les formes à la perfection. Bah, Et en là, fait, pas du tout. Pour le coup, non. Vous faites comme vous voulez. On fait ce qu'on veut. Voilà. Quand c'est un truc bien droit, bien. C'est un cauchemar. Bah là, non. À chaque année, on modifie un peu le dessin sans que personne se rende compte. En fait. Tout le monde se fait avoir. Bah oui. Oui. À la mort de Jean-Louis de Ganay, Valentine, sa fille, a repris la gestion de comme autant de fausses ruines antiques. C'est un jardin en évolution permanente. C'est comme ça que les jardins en général prennent aussi une certaine patine, force. Et Valentine a entouré la colonne d'un grillage qu'on aperçoit à peine. Et j'imagine que le lierre va grimper. Et d'ailleurs, je regardais, je trouvais que les couleurs des colonnes, par moment, on ne savait plus trop. Quoi. Si on n'avait pas le sommet, oui, je suis on ne sait d'accord. plus trop si c'est des troncs troncs, d'arbres ou des... Ça pourrait être des troncs de hêtres, hein, Bien par sûr, exemple. très Parce que clair, la couleur gris. des hêtres, c'est ça. Hein. T'as raison. Outre le jardin, le domaine de Courrens englobe une plaine agricole de 500 hectares. Valentine de Ganay et sa famille souhaitent exploiter ces terres agricoles en s'appuyant sur l'agroforesterie. Cette méthode consiste à planter des arbres et des haies parmi les cultures. Elle permet d'enrichir le sol, favorise la biodiversité et évite l'érosion. Sous la dénomination d'agriculture de conservation, l'agroforesterie augmente la fertilité de la terre
sans engrais chimiques. Valentine, ça c'est une histoire de continuité. La plaine, le domaine en général, finalement au fil de l'histoire, les choses bougent quoi. Oui, Courance. c'était, je crois, Lampedusa qui disait pour que rien ne change, tout doit changer. Je déforme le guépard, mais c'est quelque chose dans cet esprit. Et pour pouvoir honorer toutes les promesses de ce territoire, je crois qu'il faut vraiment repenser les pratiques qui aujourd'hui s'avèrent ne plus fonctionner. Il m'a semblé, avec quelques cousins, puisqu'on est 10 cousins propriétaires, qu'il pouvait s'agir de répondre à un défi un peu historique finalement sur ce vaste territoire et si près de Paris. Et l'idée, ce serait de pratiquer une autre agriculture, pour l'instant l'agriculture de conservation, et je dirais le bras armé de l'agriculture de conservation, c'est l'agroforesterie, c'est le geste le plus profond et le plus structurant pour ressusciter les sols, pour redonner de la vie dans ces parcelles, et pour arriver, quand ce sera le moment, à une agriculture biologique rentable. Le projet de la plaine agricole n'en est qu'à ses prémices, avec l'expérimentation sur des centaines d'hectares d'un nouveau modèle d'exploitation des terres. Alors que de nombreux jardins restent figés dans leur image du passé, le domaine de Courance, vivant, habité, ouvert sur la modernité, ne cesse de se réinventer. Je suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Courance. Les eaux courantes. Un domaine alimenté par quelques 14 sources, un jardin habité depuis 5 générations, qui n'en finit pas de se réinventer. Ici, l'eau est omniprésente, dans les douves, les canaux, les fontaines. Elle structure le paysage, jamais stagnante, toujours vive. Les arbres sont l'autre atout de Courance. Il lui donne son caractère romantique si particulier. Le domaine s'étend sur 75 hectares de jardins et 500 hectares de terres agricoles. Au XVIe siècle, Côme Clos, le propriétaire, installe un système hydraulique innovant. Un siècle plus tard, Claude Gaillard acquiert la propriété et construit le château actuel. Monique Mosser, historienne de l'art, de l'architecture et des jardins, s'est particulièrement intéressée à l'histoire du domaine. Les broderies de buis, dessinées par les Duchesne père et fils, grands paysagistes du début du XXe siècle, sont entretenues dans l'esprit du dessin initial. Mais les jardiniers créent aujourd'hui leur propre poésie du lieu.
cacher, des petites fontaines par-ci par-là. Puis tout d'un coup, on a aussi cet arbre-là qui participe complètement à l'histoire du parcours, quoi. Tout à fait. Ne pas être juste à l'extérieur dans les grands axes en train de regarder les volumes, mais pouvoir rentrer dans les volumes. Là, vous avez choisi finalement quelque chose qui était peut-être un peu hasardeux, je sais pas comment. Je crois que c'est lui qui nous a choisis. Oui, c'est ça. De Verspiren est la paysagiste à qui Valentine a fait appel pour imaginer et mettre en scène cet espace. Il y avait une sensualité déjà dans ce lieu. Jean-Philippe, tu me demandais si j'avais eu peur d'intervenir tellement le lieu est beau, j'allais dire, enfin est beau, est déjà présent, et intimidant et présent. Dans ton dos, quoi. J'allais dire que non, parce que justement, alors par rapport à l'histoire, enfin à l'historique, plutôt non, parce qu'on est vraiment hors, vous avez compris, on est hors, c'est un lieu qui n'était pas montré. On était derrière les, donc j'aurais été très intimidée d'intervenir face à face au miroir. Au milieu du miroir. Là, il suffisait de mettre en valeur ce fil d'eau. Ce que l'on a visé, c'est très joli comme notion, c'est un jardin qui se naturalise. Ouais. Ce qui est Exactement. un peu une hypocrisie, voilà. parce que ça ne marche jamais. Mais l'idée, c'est quand même de voir ce qui va se plaire. Et si ils sont heureux, ils n'ont plus besoin de nous. Et l'idée, pour l'instant, pour moi, c'est encore un peu trop jardiné, un peu trop contrôlé. Moi, je souhaiterais que la forêt arrive jusqu'à eux et pas qu'on ait une impression un peu bagatelle, jardin du 19e, trop contrôlé. Il n'y a pas de nian. Il n'y a pas de lisière, en fait. L'idée, c'est la lisière. Ouais. Et alors là, je pense que la lisière, c'est un bon endroit pour en parler parce que la lisière, c'est vraiment ce contact entre l'espace ouvert et la forêt. Et on pense que dans les idées reçues, on imagine qu'il y a la forêt, les espaces ouverts. 15 hectares de jardin et 500 hectares de terres agricoles. Au XVIe siècle, Côme Claus, le propriétaire, installe un système hydraulique innovant. Un siècle plus tard, Claude Gaillard acquiert la propriété et construit le château actuel. Monique Mosser, historienne de l'art, de l'architecture et des jardins, s'est particulièrement intéressée à l'histoire du domaine. Ce qui est tout à fait exceptionnel, je dirais, à Courrance, c'est qu'on a un parc qui a été aménagé pendant 5 siècles, du milieu du XVIe à nos jours, et cette continuité dans le temps est complètement perceptible. C'est comme s'il y avait une espèce de structure préétablie autour de l'eau, justement, qui est l'élément totalement structurant des grands axes, de toutes sortes de différentes parties du jardin. Tout ça s'enchaîne, se complète et aboutit à ce résultat qu'on a sous les yeux et qui est d'une grande élégance et d'une grande, je trouve, simplicité en même temps. Le parc de Courrance est arrosé par 14 sources. Elles alimentent la rivière l'École, qui traverse cette petite vallée. En 1558, le Grand Canal est creusé, puis la salle d'eau près de l'ancien château. En 1630, le château actuel est achevé, remplaçant l'ancien. Il est entouré de douves et de nouveaux bassins sont construits. En 1756, on lui adjoint une grande pièce d'eau longiligne dans laquelle se reflète le château. C'est le miroir de Courrance.
À Courrens, Monique, l'eau, elle court tout le temps. Elle s'arrête jamais, en été, en hiver, en automne. De l'eau, il y en a tout le temps, en fait. C'est ça qui est formidable. Le rapport à l'eau à Courrens est vraiment très très original parce que l'eau est vive partout. Et on n'a pas ces effets d'eau stagnante, un peu triste souvent. Ce sont effectivement des jardins de drainage, des parcs de drainage. C'est le fait de récupérer cette eau d'une façon décorative, mais utilitaire aussi, qui donne la vie au jardin. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit ici qu'il y a une pente. Je trouve que c'est vraiment l'endroit où on comprend d'un quel sens l'histoire va. Par contre, dans le parc, ça c'est très lisible pour n'importe qui, même non connaisseur. Il y a une simplification des formes qui fait que c'est un parc certes classique dans ses